Bonjour tout le monde, mon nom est Jimmy Lachapelle, je suis guide de chasse et pêche professionnel. On va faire une grosse heure ensemble, si vous voulez, de chasse à l'orignal. On va regarder ça ensemble, là, les différentes techniques, les appels, différentes choses comme ça. Parfait. Allô Mélanie, je vois que tout a de l'air à bien fonctionner, tout est parfait pour les commentaires, c'est numéro un. Fait qu'on va regarder un petit peu de la chasse ensemble. Salut Benoît, ça va? Good. Fait que je vois que je suis en onde, puis j'ai bien mes commentaires. Yves, bon, ça rentre, ça rentre. Merci beaucoup, les amis. Parfait. Fait qu'on va regarder un petit peu la chasse à l'orignal ensemble. On va essayer de répondre au plus de commentaires possible. On a quand même une heure presque écart que David me dit, là. Fait qu'on va pouvoir s'amuser un peu, on va pouvoir parler de chasse. On va pouvoir aussi répondre à vos commentaires, parce que ça, c'est bien important pour moi, là, aujourd'hui. Là, hier, j'ai fait un live sur la pêche au doré. J'ai répondu à quelques commentaires, mais je trouvais personnellement que je n'avais pas répondu assez aux commentaires. Fait qu'on va essayer de regarder ça ensemble aujourd'hui. Vous avez beaucoup de questions dans la tête des fois. On va regarder ça ensemble, puis ça va me faire plaisir. Fait qu'on va commencer notre live de chasse à l'orignal, bien entendu. On va parler, si vous voulez, on va commencer par une chose qui est très importante. On va parler de prospection. Salut Sylvain, ça va bien? On va parler de prospection aujourd'hui. La prospection est bien importante. Là. On ne rentre pas dans le bois et on dit on chasse. Là. Si je reviens dans les années passées, si vous voulez, je guidais dans la réserve phonique La Vérandrie, puis on guidait sur différents territoires. On n'avait jamais le même. Puis tu peux le faire, mais ce n'est pas l'idéal. Tu embarques sur un territoire que tu n'as jamais vu, tu n'as jamais connu. Ben, tu es un petit peu délaissé. Là. Ça veut dire que tu as de la misère un petit peu à comprendre ton territoire. Puis ça, c'est bien important de faire une belle prospection d'orignal pour voir nos orignaux, notre famille où c'est qu'ils sont, les traces, les signes. Bien entendu, on va en parler ensemble. Fait que, premièrement, pour moi, une bonne prospection, on commence ça sur des cartes. Si vous avez des cartes écoforestières, c'est très bien, mais je vais très, très bien faire l'affaire aussi. Vous pouvez aller sur Google Earth où je cherche les cartes que je cherche, là, maudit. Ça va me revenir, là, des cartes là, qui viennent de montrer sur. Attendez un petit peu, je l'ai, mais ça va me revenir, là. J'aime beaucoup ces cartes-là, là, mais je vais vous trouver le nom d'ici la fin de la formation là, qu'on va vous donner, là. Fait que ces cartes-là, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder, bien entendu, les montagnes. On va regarder nos swamps d'épinettes. Une swamp, c'est quoi? C'est où c'est qu'on va retrouver beaucoup de vert sur nos cartes, là, si vous êtes sur Google Earth ou différentes plateformes de cartes, si vous voulez. Là. On va regarder beaucoup les forêts ouvertes. Hein, Alain Baudouin, tu viens de me le trouver, maudit calique. Alain Beaulieu, excuse-moi. Forêt ouverte, c'est celle-là que je voulais vous parler. Forêt ouverte, c'est des cartes assez extraordinaires. Vous avez le choix. Là, vous pouvez aller mettre les pourvoyeurs dessus, vous pouvez aller mettre du libre, vous pouvez aller mettre les forêts privées, vous pouvez aller mettre plein, plein de choses. Fait que c'est vraiment forêt ouverte. C'est vraiment le site par excellence présentement pour, selon moi, pour prospecter votre territoire de chasse. Ça ne coûte zéro. Vous allez vous promener là-dedans. Puis à Avenza aussi, qui est intéressant. C'est vraiment forêt ouverte que moi j'aime le plus. Là. J'avais un petit blanc, là, mais avec les bons commentaires, là, ça m'est revenu tout de suite. Fait que, on va aller sur forêt ouverte. Vous allez trouver vos cartes. Vous pouvez mettre les cartes éco-forestières là-dessus. On les a toutes. On a les lacs, on a les marches. On va voir beaucoup mieux, je trouve, que personnellement, comme ma pourvoirie à moi, pourvoirie Moselle d'Atakim. Si je vais sur Google Earth puis je vais sur forêt ouverte, c'est 2 fois plus clair sur forêt ouverte pour ma région à moi que Google Earth. On voit les plages de sable, on voit plein, plein de choses là-dessus. On est même capable, là, pour ceux qui ne connaissent pas ça, qui ne sont pas habitués, puis je vous le jure, là, je ne pourrais pas vous le montrer aujourd'hui, mais on est même capable d'aller voir dans certaines marches, des endroits où c'est que les orignales vont passer là, dans le foin, là, sur le bord des lacs. On va voir les sentiers d'orignal là, sur ces cartes-là. Fait que c'est assez exceptionnel, là. Forêt ouverte, Google Earth pour différentes places, là, mais moi, je travaille beaucoup, beaucoup avec forêt ouverte. Là. Fait qu'allez voir ça, forêt ouverte, vous allez mettre tout ce que vous voulez là-dessus, carte éco-forestière, etc. Fait qu'on commence à regarder nos cartes, puis là, on regarde comment c'est fait, comment notre territoire y est fait. Ils sont où les chemins? Bien, première chose pour moi, j'essaie toujours chasser le plus loin possible des axes routiers les plus
les plus occupés, si vous voulez. Alors, les chemins principaux, où il y a beaucoup de monde qui passe, ça ne sera pas les mêmes. Je vais faire ma recherche le plus loin possible là, dans ces choses-là. Là. Je vais essayer aussi d'aller où c'est que l'Orignal est le plus tranquille possible. Ça, c'est la clé du succès. Là. Quand vous trouvez des endroits très tranquilles, là, au moins 1 kilomètre et demi des chemins avec un bon accès, ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Là. Vous pouvez avoir des petits chemins bouchés, ça, c'est parfait. Là. Fait que qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder nos marches. On va regarder les montagnes, bien entendu. Les montagnes sont bien, bien importantes. OK? On va regarder les montagnes de feuillus. Quelle sorte d'arbres qu'il y a dans ces montagnes de feuillus-là? L'orignal aime beaucoup le boulot. Les saules, c'est un gros, gros mangeur de saules, surtout dans les bûchers. L'orignal va beaucoup, beaucoup manger de saules. On a différentes sortes de saules. Là. On regarde ça. C'est sûr que les saules, on ne les trouvera pas, bien entendu, sur nos cartes écoforestières et ces choses-là. Là. Mais on va les retrouver quand on va aller faire notre prospection. Puis ça commence par une prospection de cartes. Puis moi, je vous dirais, là, depuis que j'ai 17 ans que je guide pour la chasse à l'orignal, puis je fais beaucoup, beaucoup mes prospections de chasse sur les cartes pour débuter. Ensuite, là, je vais aller faire ma prospection sur le territoire de chasse à l'orignal, bien entendu. Fait qu'on va commencer, on va essayer de couvrir tout notre territoire possible. C'est sûr que si vous avez un territoire de 15 km², ça ne sera pas super long, vous allez avoir fait le tour. Fait qu'il faut que vous alliez un peu de partout. Il faut visiter tous les chemins que vous allez avoir accès. Bon, bien là, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder nos montagnes. Moi, j'aime beaucoup des montagnes qui vont se rejoindre à un moment donné. Une montagne de l'ouest, une montagne de l'est qui vont se rejoindre à un certain point avec un petit lac, une petite marche là-dedans. Ça m'attire beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que je vais regarder? Oui, on aime les montagnes, mais qu'est-ce qui est bien, bien important? Il nous faut des dortoirs. OK? Les dortoirs, bien, il y en a quand même beaucoup généralement sur nos cartes. C'est quoi un dortoir? Ça va être aussi qu'on va retrouver beaucoup, beaucoup d'épinettes, de sapins et d'épinettes. On va retrouver ça là-dedans. Ça va créer une mousse. La mousse est créée vraiment par le côté luminosité qui ne frappera pas sur le sol, si vous voulez. Alors, les arbres ont de la misère à pousser. Alors, le conifère, il va prendre la place. Ça va faire de la mousse. Puis, vous allez voir là, que l'orignal, il a besoin de cette mousse-là pour aller se coucher dans les moments chauds. Bon, les moments chauds, c'est quoi? Un moment chaud pour moi, là, c'est des journées qui fait 15 Celsius et plus. Personnellement, je trouve ça chaud. OK, pour la chasse, c'est là que les orignales à 15-16 degrés et plus vont commencer à aller se coucher beaucoup dans ces forêts-là, d'épinettes, là, dans la mousse. Ils vont se coucher là-dedans. Puis qu'est-ce qui me vient vite, vite, vite à l'esprit? Bien, ils ne mènent pas de bruit là-dedans. C'est toute de la mousse. Là. Vous voyez en arrière de moi, là, sur ma photo, là, on voit des épinettes. Là. Ça n'était un endroit où c'est que les orignales vont aller se coucher en forêt là, pendant qu'il fait chaud. Fait que ça, c'est bien important. Là. On va trouver nos épinettes. Fait que j'aime ça, avoir un petit lac, une petite marche, un plan d'eau si possible. Ça n'a pas besoin d'être 1 ou 2 km de long. Ça peut avoir 700 par 800 pieds. L'importance, c'est d'avoir un petit peu d'eau. Quand nos orignales descendent des montagnes, ils s'en vont des swamps. S'ils ont chaud, ils vont se coucher dans le swamp. Ensuite, ils vont aller boire au lac. Ils vont remonter ces montagnes en période de plus froide, si vous voulez, ou la nuit quand ils vont aller manger beaucoup de feuilles. Là. Fait qu'on va essayer de spotter, si vous voulez, ces endroits-là là, sur les cartes. On va essayer de trouver ces endroits-là qu'il n'y a pas de chemin à proximité ou des chemins plus. Je ne parle pas de bûchers. Là. Les bûchers, c'est parfait, on en veut. S'il y en a, bien entendu, des bûchers de 3, 4, 5, 6, 7 ans, je vous dirais c'est l'idéal. Des bûchers, la première année, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de repousse. Mais après la première année, là, ça se met à pousser vite, là, puis ça va être très, très bon pour la chasse. Fait que si vous avez 2-3 montagnes qui vont se rejoindre avec un plan d'eau, avec beaucoup d'épinettes autour de ça, qui vont avoir des dortoirs, déjà là, vous avez une formule très, très gagnante là, pour la prospection de votre territoire. Fait que vous allez là. C'est sûr, s'il y a un chemin de bûcher qui va virer à proximité dans ces épinettes-là, ils ont été peut-être chercher du bois mou. Du bois mou, c'est du sapin et de l'épinette. Les compagnies forestières, ils aiment beaucoup, beaucoup ça. C'est avec ça qu'ils font nos 2 par 4 à maison, nos 2 par 6, ainsi de suite. Fait qu'on appelle ça du bois mou en jargon. Là. Fait qu'ils vont aller faire des petites tranchées là-dedans de bûchage. Puis pour moi, il ne faut pas trop, bien entendu, qu'ils bûchent trop fort, mais des belles petites couettes de bois, là, ici et là, avec, je
je vous dirais au moins 70% de forêt mature. Ça, pour moi, personnellement, c'est ça que j'adore le mieux. OK? Fait que vous allez aller prospecter ça. Bien entendu, si vous avez un chemin de bûcher, vous allez aller là-dedans, puis vous allez voir des traces d'orignal automatiquement s'il y a de la présence d'orignal. Fait qu'on va aller tout vérifier notre zone. On va aller dans cette partie-là. Ensuite, on va aller dans l'autre partie. On va aller dans l'autre partie et l'autre partie. Là, je vois Tommy Doyon, Drouin, j'ai des bûchers de 15 ans et forêt mature en épinette. Tu vas vers quoi? C'est sûr que des bûchers de 15 ans, là, Tommy, est-ce que tu es capable de. Tu peux me répondre, je vais essayer de te lire là, pendant que je fais ma conférence. As-tu encore des accès, des bels accès ou ben non, c'est tout refarmé, puis j'imagine que tu dois avoir aménagé tes accès pour te rendre à ces endroits-là. Là. Ben, des bûchers de 15 ans, c'est encore bon, mais c'est sûr que c'est sur la fin. Là. Je préfère beaucoup mieux des bûchers de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Dépasser 10 ans, ça commence à être un petit peu vieux. Ça veut dire que nos repousses, ils tombent trop hautes pour l'orignal. Alors, ils ont peu de misère. Mais c'est pas grave, ça va être de la belle repousse. Puis les orignales vont aller manger là-dedans. Surtout les saules. C'est des gros, gros mangeurs de saules. Il y a différentes sortes de saules là, que vous pouvez aller voir. Vous pouvez aller taper sur Google saule. Vous allez voir différentes images de saules, mais c'est toutes des petites feuilles. Elles sont toutes faites sur le long. Là, vous allez voir. Là, si l'orignal, il en mange beaucoup. Là. Je pense même, j'en vois derrière ma photo, là, en arrière de moi, là, il y en a des petits saules sur le bord du lac là, qu'on voit. Là. Fait que l'orignal, il va aller manger ça. Là. Bon, bien entendu, l'orignal, ça chasse à l'affût. Ça chasse en chasse fine, bien entendu. Tommy, oui, j'ai accès. Parfait. À ce moment-là, ben, tu vas faire ta prospection. Tommy, tu ne fais pas juste ça dans des chemins de bûcher puis sur le bord des lacs. Oui, on va aller sur le bord des lacs. Le bord des lacs, ça va être une grosse photo de qu'est-ce qu'il y a autour. Ça veut dire qu'on va voir de la trace. On va voir des sentiers peut-être causés par les orignaux. En fin de compte, les sentiers, ça va se creuser ça, avec les années, surtout quand il est obligé de passer à une telle place. Parce que les orignaux n'aiment pas aussi qu'il va y avoir des îles flottantes, si vous voulez, ou de la grosse bouette très épaisse là, que la jambe de l'orignal va rentrer jusqu'ici. Moi, qu'est-ce que je préconise beaucoup, beaucoup, beaucoup là, pour des terrains de chasse? C'est un fond de sable. Un fond de sable, ça va arriver, là, vous allez avoir des endroits de sable. Ça veut dire, vous arrivez d'un chemin à proximité de votre bûcher, vous allez voir du sable de plage. Ça, les orignales raffolent de ça, ce sable-là. Là. Les orignaux, ils n'aiment pas beaucoup la roche. OK? On s'entend là-dessus. Là, ce n'est pas des gros frimpants, là, si vous voulez, de montagnes de roche. Là. Ils vont y aller un petit peu dans les montagnes de roche, mais c'est vraiment pas ça l'idéal pour eux autres. Ils aiment ça avoir des montagnes, si vous voulez, plus en sable, en petites roches, mais le moins de roches possible. Là. Fait que si vous trouvez des lacs, mais je vais vous revenir là. Mettons que vous avez un lac de 5 km de long. OK? Vous voulez voir s'il y a de l'orignal dans la région. Si vous avez une plage de sable dans une baie telle, allez voir tout de suite à la plage de sable. C'est là que les orignales vont aller boire la nuit. C'est là que les orignales vont aller boire aussi le matin et le soir avant la tombée de la nuit. Les plages de sable, là, surtout si vous avez un lac roche à 90%, puis vous arrivez, vous avez une plage de sable de 300 pieds de long. Si vous avez de l'orignal dans votre région, bien, automatiquement, les plages de sable aussi, que vous allez voir une plage de sable, les orignaux, ils vont être là. Fait que je suis un gros maniaque de sable. Oui, je parle de plage de sable, mais je parle aussi de territoire de sable. Moi, dans ma pourvoirie, j'en ai du sable à des places. C'est extrêmement bon. Dès que vous tombez dans un territoire de sable, des fois, ça peut mesurer un 5-6 km de long. Ça va être dominé par le sable. Alors, aussi que vous voyez aussi que les boules ont boulé, c'est beaucoup, beaucoup de sable avec un petit peu de terre, bien entendu. Là. C'est normal qu'il y ait de la terre. C'est les feuilles qui vont faire la terre. Là. Ça, c'est à préconiser les endroits de sable. Alors, si vous avez un territoire aussi que du sable dans les chemins, vous allez voir normalement beaucoup de pistes dans ces endroits-là si vous avez une présence d'orignal autour de vous là, sur votre territoire. Fait que si on s'en va en prospection de chasse, on arrive dans des endroits de sable, on s'en va sur le bord du lac, il y a une belle petite plage de sable sur le bord du lac, même si le lac a 500 pieds de grand, automatiquement, les orignales vont tous aller boire sur la plage de sable. Ça va être leurs endroits préférés. Ensuite de ça, vous avez des lacs. Si on parle de lacs, vous avez des lacs très swampeux. Ça, c'est un petit peu moins bon. Mais je vous dirais, c'est en deuxième lieu. Puis les lacs les moins bons, c'est des présences de roches partout autour du lac.
les orignales, ils vont juste y aller s'ils sont capables de mettre le nez dans l'eau pour aller boire. Mais ou ben non, se sauver d'un prédateur, ils vont passer dans la roche, mais c'est vraiment, vraiment pas. Fait que si vous arrivez, vous faites de la prospection, il y a 15 plans d'eau sur votre lac, sur votre territoire, excusez-moi, pas sur votre lac, puis vous en avez 2 en sable avec un petit peu de terre, avec préconisez, en partant, là, préconisez vraiment les endroits de sable, là, où c'est que la présence d'orignal va pouvoir aller marcher sur le sable autour du lac. OK. Patrice Lévesque. J'ai des bûchers de 3 ans et à proximité, tout trou de soufre. Oui, ça peut être très, très bon. Le soufre, là, on sait que les orignales aiment ça. Ils aiment le sel, ils aiment ça, ces choses-là. Ça peut être très, très intéressant. Là. Il doit y avoir pas mal de traces, là, Patrice, dans ce coin-là. Reviens-moi là-dessus si tu es capable, si tu m'écoutes. Richard Pelletier, est-ce que vous faites des analyses sur des secteurs de chasse? Oui, j'en fais de temps en temps, Richard, mais j'ai une vie très, très occupée. Vous pouvez me contacter là, sur mon site internet, leprochassepêche.com ou aller sur ma pourvoirie, moselnatakim.com. Vous allez avoir des petits pitons en bas. Vous pouvez me rejoindre là. Vous pouvez me téléphoner. Ça va me faire plaisir. Si je ne suis pas là, laissez-moi un message. Bon, on revient avec notre prospection de chasse. Fait qu'on va essayer de trouver des swamps d'épinettes où c'est que l'orignal va aller se coucher parce qu'il y a vraiment, vraiment besoin de ça pour vivre. Là. OK? Ensuite, des belles petites montagnes de feuillus. Ça, c'est assez important avec un petit plan d'eau à proximité. Si vous êtes capable, vous allez choisir des montagnes qui se rejoignent au même endroit. Ça, c'est extrêmement bon. Puis ça, c'est fréquent sur les territoires de chasse à l'orignal. Fait que si on retrouve tout ce que je vous dis avec une présence de sable, oubliez ça, votre territoire, ça va être un bon territoire pour la chasse à l'orignal. Oui, Patrice, il me dit oui, et très pisté. Ben, je comprends, OK? C'est quasiment comme une saline naturelle que tu as là. Moi, je n'ai pas vu ça souvent dans ma vie, là, mais c'est excellent, excellent, excellent. Fait que ça, c'est pour la prospection du territoire. Fait que vous allez aller là, si possible, au mois de mai, si vous êtes capable. Faites-vous pas 25 salines. Là. Faites-vous-en une par territoire de chasse. Moi, je préconise ça beaucoup. Là. Une par territoire de chasse. Les orignaux vont aller. Puis, bien entendu, si vous avez un territoire de chasse avec du sable, comme que je vous parle, c'est excellent, excellent, là, avec des swamps d'épinettes à proximité de ça. Vos salines, peut-être un petit bémol. Essayez de les faire à l'ombrage le plus possible. Ça veut dire que moi, je préconise beaucoup plus faire des salines sur le bord des épinettes, là, où c'est que vous avez une coupe forestière ou un bord de lac, là, surtout, plus, si vous voulez, dans le sud du lac, où c'est que le soleil va moins frapper dans le jour quand il va faire chaud l'été. Là. Fait qu'à préconiser vos salines, je vous dirais à l'ombre le plus possible, en bord de lac, en bord de coupe de forêt. Bloc de sel, bien entendu. Vous coupez un arbre, vous plantez le bloc de sel là-dessus. Vous pouvez même en planter 2 par saline. Ça va être très, très bon. Vous pouvez mettre une petite souche avec du sel. Ça, je n'ai pas besoin de vous dire comment faire des salines. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de recherches là-dessus là, que vous pouvez faire sur Google ou avec les différents professionnels que vous connaissez. Là, vous en connaissez beaucoup. Là. Puis Stéphane Monette, qui est un très bon dans les salines, je vous dirais, c'est le top là, au Québec. Fait que vous pouvez rentrer en contact avec Stéphane. Il y a des bons produits. Là, regardez ça avec lui. Fait que pour les salines, ça, je vous laisse faire ça, mais un petit bémol, essayez de les faire plus à l'ombrage, là, en côté sud, si possible, où c'est que le soleil va frapper le moins fort en partie chaude de la journée. OK? Fait que je vous conseille de faire, comme je vois en arrière là, sur ma photo, ça, c'est un paysage de la baie James. J'ai été 2 fois là dans ma vie, puis on a tué la première journée. Là, on a tué un beau 54 pouces, vous venez de voir. Là. Ça, c'est une très, très belle place pour la chasse. Juste en arrière de moi, il y a une belle petite plage de sable encore. Je suis arrivé là le matin, le bas qui venait de passer, c'était extrêmement beau. J'ai collé, ça a pris 10 minutes. J'ai tué un beau 54 pouces à l'arc là, que vous allez pouvoir voir d'un film là, dans pas long. Fait que je vous conseille ça comme territoire de chasse. Faites de la prospection, partez avec vos 4 roues, mais n'oubliez pas les 4 roues le moins possible. Alors, prospection en 4 roues pour vous faire gagner de la vitesse sur vos territoires de chasse, pour aller visiter le plus possible votre territoire. Ensuite, je vous conseille, là, je viens de vous parler de 4 roues, je vous conseille de faire le moins de bruit possible. Ça c'est bien, bien important pour moi, d'enlever le bruit, le maximum de bruit. Il y a des chasseurs qui vont dire ben oui, mais les orignales se tiennent à côté des bûcheuses, c'est normal, à côté des travailleurs forestiers.
Qu'est-ce que les travailleurs forestiers ils coupent des arbres, les tops tombent à terre, puis qu'est-ce que vous pensez qu'il y a au bout des tops? C'est de la belle petite régénération si vous voulez, d'arbres. Alors, je vous conseille vraiment, vraiment de ne pas mener de bruit en temps de chasse, le moins possible. Le moins possible de 4 roues. Emmenez pas votre 4 roues à votre cache soir et matin. Là. Ça, c'est mortel pour la chasse à l'orignal. Je vous conseille de faire minimum 1 kilomètre à pied si vous êtes capable, bien entendu, si votre santé le permet. Là. Faites beaucoup de chasse à pied sans emmener de bruit. OK? Ça, c'est bien important pour moi. Là, votre prospection de chasse, vous pouvez la faire en 4 roues, mais un coup que la prospection est faite, vous allez être le plus, si vous voulez, faire le moins de bruit possible. Bien important pour moi. Ça, c'est très important. OK? Alors, on fait notre prospection, on trouve nos 1 ou 2 trous de chasse qui est bien important. On se fait 1 ou 2 salines. Chaque trou, on se fait une saline, bien entendu. Ça va apporter de l'orignal. Vous allez prendre des belles photos. Je vous conseille de vous mettre des beaux petits Kodak. Les petits Kodak, bien, vous allez identifier vos orignales tout l'été avec ça. Vous allez voir les panaches grossir. Ça, j'aime bien ça. Je l'ai fait avec ma conjointe il y a quelques années là, sur un trou de chasse. J'avais été mené 2 Kodak avec 2 blocs de sel avec une autre caméra. La caméra n'a pas tout fait longtemps. Il y avait un ours qui me l'avait enlevé, mais les 2 Kodak m'avaient pris des photos tout l'été. Puis j'avais identifié 6 mâles différents sur mon territoire. Puis je les voyais grossir durant l'été. Sur ce territoire-là, on avait un beau 45-46 pouces avec une belle drop pin. C'était le plus gros que j'avais sur mes Kodak dans toute la saison. Puis en temps de chasse, ça a pris 3 jours. On a réussi à abattre ce beau buck-là. Mais on avait 2 ou 3, 30, 36, 37 pouces. On avait un presque 40, puis on avait 2 spikes avec ça. Là. On avait, si je me rappelle bien, là, 6 beaux bucks sur le territoire. Là. Tommy Doyon, avant de commencer à chasser, tu cherches quoi? Comme je vous dis, ma prospection est bien importante. Je pars en 4 roues, je vais aller faire les différents chemins. Je vais aller voir aussi que je retrouve beaucoup de la trace si j'ai des chemins, bien entendu. Sinon, je pars en forêt avec mon GPS. Je m'en vais voir les bords de lac. Je vais sur les montagnes. Je vais chasser, bien entendu, en chasse fine sur les montagnes. Je peux chasser à la pelle sur les montagnes aussi en faisant de la pelle, mais ça va vraiment être la température qui va dicter mon style de chasse que je vais faire cette journée-là. On va en parler un petit peu tantôt là, pour la température, là, ces choses-là. Là, qu'est-ce que je décide de faire le matin? OK. Michel Beauchemin, est-ce que la période de rut est plus tard étant donné le changement climatique? Je te dirais que la période de rut, c'est une bonne question. Là. Je vous dirais que selon les statistiques au Québec que j'ai lues, puis dernièrement, là, l'année passée, je vous dirais que le gros temps de rut, le gros temps d'accouplement se situe généralement entre le 25 et le 27-28 septembre. Sauf ça, c'est le gros temps d'accouplement, mais personnellement, on peut chasser en période de pré-rut qui n'est pas méchant. On va parler de call tantôt, bien entendu. On va parler de call. Je n'aille pas la chasse en pré-rut, mais personnellement, j'aime beaucoup chasser fin septembre, début octobre. Généralement, on va retrouver des températures un petit peu plus fraîches. Si je recule il y a 2 ans, comme ma saison de guide, j'ai remarqué que il y a 2 ans, personnellement, le gros temps du rut, là aussi que j'ai entendu beaucoup de vocalises de femelles, aussi que j'ai vu des vocalises de boc aussi là-dessus, me répondre, puis j'ai frappé des beaux orignales. Ça avait été aux alentours du 25, 26, 27 septembre. Sauf l'année passée, il a fait très chaud. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, le 24, 25, 26, 27, là, il a fait des températures de 24, 25 degrés Celsius. Ça, c'est vraiment pas bon pour la chasse. À ce moment-là, qu'est-ce que je préconise beaucoup? On va faire notre chasse beaucoup le matin. Dès que la température tombe à 17-18 Celsius, là, les orignales ont tendance à vouloir aller se coucher dans les swamps. Quand il fait 20, 22, 23 Celsius, ils sont pratiquement à 90-95% des orignaux vont aller vont aller se reposer dans les swamps d'épinettes aussi qui vont aller se coucher sur la mousse. OK? À ce moment-là, la chasse est plus dure un petit peu. Fait que l'année passée, en période de chasse, si vous voulez, 25, 26, 27 septembre, j'avais trouvé la chasse un petit peu plus dure. On a tué, mais je pense que j'ai tué un matin. Oui, j'avais tué le matin pendant que les orignales étaient encore à l'ouvrage, si vous voulez, là, pendant que ça se promenait encore. Mais dépasser 10 heures, ça commence à être plus dur là, quand il fait 18, 19 Celsius et plus.
OK? L'année passée, je te dirais que le gros temps du call il a été aux alentours du 30 septembre, 1er, 2, 3, 4 octobre pour ma part. À ce moment-là, je ne sais pas si vous avez pogné tantôt mon petit live sur la pourvoirie. Moi, ma conjointe, mes 2 filles, on avait été à la chasse, puis on a fait venir, là, vous ne le croirez peut-être pas, là, sur la pourvoirie que je viens d'acheter, j'ai fait venir 4 bocs en même temps sur le call le même matin. Ça ne s'est pas passé en 15 minutes. Là. Je vous dirais que ça s'est passé pratiquement en 3 heures de chasse. Les orignaux, ils m'ont répondu en partant. Le gros boc m'a répondu, celle que j'ai tuée. C'est pas moi qui l'ai tuée, c'est ma conjointe Mélanie. Elle a tiré ce boc-là, je crois qu'il était 9h30, 10h si je ne me trompe pas. Là. Fait que, on a eu de la vocalise tout le matin. Je vous dirais que ce matin-là, il faisait à peu près un matin de 12-13 Celsius, si je me souviens bien. Une belle journée, pas de vent. Ça, c'est bien important. Là. Le vent est bien important. On va en parler tantôt, si vous voulez. On a fait venir un petit 34-35 pouces avec une belle petite drop pin. Lui, il a passé une demi-heure, 3/4 d'heure à me regarder à côté de moi et puis à m'analyser là, qui j'étais. Ensuite de ça, on a vu un beau 40 pouces. Ma conjointe n'a pas tiré dessus parce qu'on entendait 2 autres bocs chaque côté de nous autres s'en venir sur le call. Le troisième, il est sorti. Bien là, on ne pouvait pas le laisser passer. Un beau 50 pouces. Ma conjointe l'a tiré. Il est tombé juste à côté de 2 autres orignales qui me regardaient analyser, là, qui analysaient mon call, si vous voulez. Là. J'aurais pratiquement pu aller y toucher à l'avoir voulu. Là. Ensuite, le gros boc, bien, après notre feu, bien entendu, l'autre gros boc qu'on n'avait pas vu encore dans les épinettes, lui, il était rendu, je vous dirais, à peu près à 300 pieds des épinettes à côté de moi, là, quand on a tiré notre beau 50 pouces. Là. Lui, il est parti. Fait que ce matin-là, 4 beaux bocs sur le call, puis je crois, je ne sais pas si ma blonde m'écrit, là, mais ça pourrait être, je crois, c'était le 1er octobre. Là. Alain Beaulieu, ton meilleur temps pour la prospection, car l'été, l'automne, il se tient-tu à la même place? Bien entendu, ils ne se tiennent pas tout à fait aux mêmes endroits. C'est sûr que l'été, ils vont beaucoup, beaucoup préconiser les endroits où c'est qu'il y a beaucoup d'épinettes parce que l'orignal, comme vous avez compris dans ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que l'orignal aime beaucoup, beaucoup les swamps d'épinettes. OK? Fait qu'ils vont se tenir beaucoup, beaucoup là. Puis en temps de chasse, plus que la température va augmenter, plus qu'il va avoir tendance à aller se coucher quand même dans les épinettes là, le jour, même s'il fait 17-18 degrés et plus, il va aller se coucher dans les épinettes. Ensuite, il va rentrer plus dans les montagnes de feuillus. Là. Il va aller dans les bûchers, il va aller à proximité. Là. Bien entendu, si vous êtes au 5 octobre et il fait 25-26 degrés de Celsius, je vous conseille vraiment, vraiment de vous en aller juste au bord de l'eau. C'est là que vous allez faire vous allez avoir le plus de chances, si vous voulez, de frapper des orignales là, en temps de chasse. Là. Yves Poirier, est-ce que tu as des conseils pour chasse tardive fin octobre? Oui, Yves, reviens-moi là-dessus tantôt, parce que je ne veux pas déroger trop de qu'est-ce que je suis en train de vous parler. On va peut-être y aller plus en fin de conférence, si j'ai le temps, bien entendu. On va vous en reparler, ça va me faire plaisir. Fait que ça, c'est pour la prospection. Là, on parle de prospection, ben, on cherche nos traces, on cherche nos petits lacs, on cherche notre feuillu, on cherche nos épinettes, bien entendu, nos petits lacs avec du sable si possible. Là. C'est vraiment la prospection que je vais faire pour essayer de retrouver, si vous voulez, le plus de traces possible. Luc Bertrand, préconises-tu la chasse en hauteur, en cache ou plus au sol? Personnellement, moi, Luc, l'orignal, je ne chasse pratiquement jamais en cache parce que j'aime beaucoup, beaucoup me promener. Tu vas comprendre un petit peu plus dans qu'est-ce que je m'en viens dans la partie de conférence que je vais te dire. Là. Bien entendu, je suis un gros chasseur sur le call. J'aime beaucoup, beaucoup caler l'orignal. Je vous dirais que je tue plus de 75 à 80 de mes orignales sur l'appel. On va en parler dans pas long. Vous pouvez caler dans des caches, bien entendu. Vous allez plus chasser dans des caches, si vous voulez, quand vous êtes sur un petit territoire, sur le territoire libre, je vous dirais. Parce que vous êtes limité en territoire. Fait que vous avez 3-4 km de long, 3-4 km de long par là. Fait que ça vous limite un petit peu. Fait que oui, vous pouvez chasser dans des caches. Je ne vous dis pas pantoute de ne pas chasser dans des caches. Mais moi, personnellement, comme chasseur, je suis un chasseur de territoire. J'aime beaucoup
prospecter même en temps de chasse. Alors, prospecter en temps de chasse, c'est quoi? Bien, je pars le matin. On va commencer, si vous voulez, pour vous l'expliquer. On va parler un petit peu de l'appel. OK? L'appel de l'orignal. Je vous dirais que ma meilleure technique pour moi, là, puis all the way, là, pour moi, il n'y a rien qui bat ça. Là. Dans mes années de guidage là, que j'ai fait, je tue plus de 75-80% de mes orignales là-dessus. Ça va être l'appel du mâle, surtout l'appel du boc. OK? Bien entendu, en faisant l'appel du mâle, des fois, je peux laisser passer des beaux petits bocs que je ne verrai pas parce qu'ils sont assez peureux à ce moment-là. Ça va vous donner, puis je vous dirais, pour moi, là, je vais en surprendre peut-être quelques-uns. Ma technique de call à moi, c'est vraiment pour les bocs matures là, de 35 et 40 pouces en montant. C'est ceux-là que j'ai le plus de facilité à les tuer en général parce que c'est des bocs comment je pourrais dire, c'est des bocs qui vont beaucoup être en mode policier dans le secteur de chasse. C'est quoi être en mode policier? OK? Policier, ça veut dire qu'il est le dominant dans son secteur, puis ils se connaissent tous entre eux autres, soyez pas inquiets. Toutes les orignales qui vivent dans les secteurs où c'est que le boc est, là, comme le boc que j'ai en arrière, c'était le policier du secteur où c'est que j'ai été chassé. J'ai retrouvé sa piste à 2-3 endroits sur un 5-6 km. Je l'avais identifié, vous allez le voir dans le film quand vous allez pouvoir l'écouter. Là, je ne l'ai pas mis en onde encore. J'avais vu sa trace sur une plage, j'ai vu sa trace sur l'autre plage, à l'autre petit lac, à peu près 1,5 km de là. J'ai vu sa trace sur le petit lac que j'ai en arrière. Je me suis mis à coller là. Ça a été, en une demi-heure, il était déjà sorti sur le câble. Jean-Claude Richer, très intéressant. Bien, ça me fait plaisir. Je suis là pour ça, pour essayer de vous montrer, à vous aider à chasser si vous voulez, à comprendre votre territoire de chasse. Tu sais, c'est pas juste l'appel qui est bon, c'est de bien lire notre territoire de chasse qui est bien, bien important avec nos yeux. On va voir différentes choses aussi. Fait que peut-être avant d'aller, j'ai peut-être été trop vite. Là, je suis rendu dans le cadre. Je sais que tout le monde aime bien, bien ça, mais je vais prendre un petit reculon. On va aller voir, on a parlé de prospection de chasse, mais on va parler de signes qu'on va voir avant d'aller dans le cadre, si vous voulez, parce que quand on fait nos prospections de chasse, c'est ça qui est intéressant à essayer de comprendre. La prospection, la lecture, si vous voulez. Quand tu guides 7 jours sur 7 à chasse à l'orignal pendant 35-40 jours, tu apprends à lire le territoire différemment que si tu chasserais juste 2, 3, 4 jours par année. On dirait qu'on est stressé. Je me mets dans votre peau, là, ceux qui travaillent au bureau, des choses comme ça, là, qui ont d'autres ouvrages que guider à plein temps. Bien, on est stressé, on va essayer de tuer le plus vite possible, essayer de trouver des traces, mais quand on guide à tous les jours, puis on apprend à lire nos secteurs de chasse, on voit toutes sortes de petites choses avec l'œil que différents chasseurs ne verront pas. On va essayer de regarder ça avec vous pour essayer de vous le faire comprendre. Bien entendu, on va essayer de trouver des signes. OK? Je regarde ma petite feuille de notes, là, je ne veux pas rien oublier. Là. Les différents signes qu'on va voir. C'est quoi des différents signes? Ceux qui en ont, là, écrivez-moi, on va les regarder ensemble. Je vous dirais, là, qu'est-ce qui est bien important pour moi? Les traces, bien entendu. On va analyser nos traces. OK? On va analyser nos traces, puis on va essayer de comprendre comment que la trace de l'orignal est. On va souvent avoir une trace d'orignal en rond. Ça va nous dire exactement pas mal la grosseur de notre orignal qu'il va avoir. Souvent, j'ai des clients qui ne connaissent pas beaucoup la chasse. Vous allez voir des traces dans le sable qui courent ou qui est au trot. On va voir des argots en arrière. Pensez pas parce que vous voyez des argots en arrière, c'est des mâles. Là. Ça n'a aucun rapport. Les femelles et les mâles ont des argots toutes les deux. Ils ont la même patte. Ça va être la même sorte de trace. OK? Fait que souvent, je suis arrivé d'un chemin, je voyais, comme vous savez, j'aime beaucoup le sable. J'arrive d'un chemin de sable, il y a un petit orignal au trot. Au trot, ça veut dire qu'il est au petit pas, mais il n'est pas à la marche lente. Il est au petit pas. C'est là qu'il va rentrer ses argots en arrière. Fait que la trace, elle va avoir l'air de quasiment 12-15 pouces de long, mais c'est pas ça la trace d'orignal. C'est juste que son bas, ici, avec ces deux argots, que là, il va aller toucher à terre avec. Fait que ça a l'air d'une trace qui est plus grosse. Mais soyez pas inquiète, là, ce n'est pas nécessairement un gros orignal. C'est vraiment la trace de son sabot qui va vous dire la grosseur de cet orignal-là. Fait qu'essayez d'analyser vos traces. Vous allez voir des grosses, des moyennes, des petits, des veaux. Fait que vous êtes capable de dire, bon, ben ici, il y a 7-8 orignales. Il y a une belle grosse famille là. On a 2-3 bocs, on a 5-6 mères avec 2-3 veaux.
Ça, c'est un bon secteur de chasse que vous allez trouver. Fait qu'analysez vos traces. Je vous ai parlé un petit peu des traces des argots, ça. J'essaye de démystifier ça là, parce que ça, c'est très problématique, je trouve, pour la trace de l'orignal. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui voient des argots et qui pensent que c'est des grosses traces, mais en réalité, c'est juste ces argots qui vont aller toucher en arrière quand il fait un petit trou là, et il fait une petite course, si vous voulez. Fait qu'on regarde les traces. Ensuite, on va regarder, bien entendu, les mangeages. Les mangeages, c'est aussi qu'il va manger les feuilles après les arbres. Ils vont manger les petites tops. Ils vont manger les saules, comme j'ai en arrière de moi là, sur la photo. Ils vont manger beaucoup les petites ramilles des branches, les nouvelles pousses. C'est ça qui va essayer de manger l'orignal. Fait qu'on regarde y a-t-il beaucoup de mangeages? Si on va en avoir, ça veut dire que c'est peut-être un bon coin de chasse en temps de chasse. Ça veut dire en temps de chasse quand il va aller manger dans ces endroits-là. OK? Ensuite de ça, les grosses affaires qui sont importantes aussi, que moi, là, je cherche tout partout avec mes yeux, les fameux frottages. OK? Malheureusement, je ne peux pas vous montrer d'image, là, mais il y a une grosse différence entre un frottage et un mangeage. Je vois souvent sur les réseaux sociaux, là, il y a quand même beaucoup de monde qui commence à savoir, mais il y en a beaucoup non plus qui ne le savent pas. Vous allez voir des scrapes en montant sur les hêtres, surtout sur les hêtres. Vous allez voir ça dans les montagnes de hêtres. Ce n'est pas des frottages, là, ça. Là. Essayez d'aller voir sur Google. Là. Écrivez mangeage, hêtres. Vous allez voir là, les traces qui montent en long. Ça, c'est qu'ils accotent le dent là-dessus puis ils poussent. Ils vont manger l'écorce de l'arbre. Fait que ça, c'est un bon signe pareil dans certaines montagnes qu'ils ont plumé des arbres, ils ont mangé là. Mais je recherche beaucoup des frottages. Les frottages, c'est ça qui va me dire qu'il y a des bocs matures sur le territoire. C'est pour ça que je vous parle de bocs de frottage en tant que tel. Fait que les frottages, eux autres, on va les voir. On va voir des paquets de branches cassées. Des fois, on va arriver, il y a juste une petite branche cassée, tu vois qu'elle a été frottée. Généralement, ça va être des plus petits bocs qui vont faire ça. OK? Surtout en temps de route. Là. Les gros bocs, là, les 45 pouces et 50 pouces, là, quand vous arrivez sur un frottage, là, ben, ça va être frotté. Puis vous allez voir les branches, c'est tout cassé sur un 2, 3, 4 pieds de large. Là. Ça, c'est des beaux bocs matures qui font ça. Fait qu'on essaye de trouver ce type de frottage-là. Des fois, ils vont frotter d'un saule en arrière. Ils vont frotter une épinette, là, ils vont te la frotter à blanc. Généralement, c'est des bocs de 35-40 pouces qui vont faire ça sur le territoire. OK? Fait que les frottages sont bien, bien importants. Moi, je vois des frottages partout. Frottage, frottage, frottage. Là, je viens de savoir que je viens de rentrer dans un territoire de boc mature. OK? Ça, c'est pour les frottages. C'est bien, bien important de trouver nos frottages sur nos territoires de chasse. C'est ça qui va dire qu'il y a des beaux territoires de boc mature. Ensuite, les souilles. Les souilles, ça, là, quand vous trouvez ça, une souille, là, c'est encore mieux que des frottages. Quand vous trouvez une souille, généralement, il y a des beaux bocs matures dans le coin. Fait que si vous trouvez une souille qui n'a pas d'odeur dedans, généralement, elle va être faite en pré-rut. Ça, c'est les hormones du boc qui vont monter en lui, puis il va commencer à frotter, là, puis il va commencer à faire son territoire. Il va faire le tour de son territoire, il va faire des grattages un petit peu de partout. Ça, c'est très, très bon aussi. Avec les frottages, vous allez souvent voir des frottages à proximité de ces petites souilles-là ou ces grattés-là. Vous allez voir ça à 15-20 pieds, 15-20 pieds par là. Si jamais vous trouvez une souille, là, une belle grosse souille, là, un pied de creux, un pied et demi de creux, puis que ça sent fort l'orignal, là, ça, là, partez plus de là. Il faut vraiment vous mettre à l'abri du vent, là, puis placer assez vite fait vos affaires. Ça, c'est très, très bon, les souilles. Ça, c'est le signe extrême, là, des belles souilles, surtout s'il y a une odeur d'urine dedans. Qu'est-ce qu'on fait, vous pensez? Qu'est-ce que je fais? Je traîne tout le temps un gros Ziploc dans mon sac. OK? Je vais aller ramasser cette terre-là. Je vais mettre ça dans mes Ziplocs pour mes futures chasses. Ça, c'est extrêmement bon. Ça, c'est un petit truc que je pourrais peut-être vous dire. Là. Traînez-vous un beau gros Ziploc. Si jamais vous trouvez une belle souille qui vient d'être faite, là, ça, pour moi, dans ma tête, là, cette souille-là vaut une fortune. Bien entendu, on ramasse la terre un peu, on va en mettre dans un sac, mais là, on se concentre à faire notre chasse dans ce coin-là. C'est là que ça va se passer. Là. C'est sûr que s'ils vendent cette journée-là, là, pendant ce temps-là, ben, faites attention pour vous faire sentir, là, parce que le boc, c'est sûr qu'il n'est pas loin. Il doit être à 500 000 pieds, 1500 pieds à proximité autour de vous. Là. Fait que faites très, très attention à ça. C'est là que vous allez devenir, avec un petit peu plus d'expérience, là, vous rentrez sur votre territoire, je trouve une souille. Et ils vendent côté nord, là, ils vendent vers le sud. Là. Je fais attention pour me faire sentir, bien entendu. Je vais essayer d'analyser mon terrain. Où c'est que je vais caler?
Fait que si je trouve ça dans l'après-midi, puis en période de soirée, ils vendent un vent de 15-20 km/h, puis c'est pas un beau temps de cale, calez pas là. Calez pas. Attendez au lendemain matin en espérant, bien entendu, qu'il n'y ait pas de vent. Généralement, plus de 50 70 du temps, le vent va tomber dans la nuit. Le matin, c'est là que vous allez faire votre chasse si vous n'êtes pas capable de le faire en soirée. Allez pas caler tout partout puis vous faire sentir par l'ognal qui va faire le tour de vous. Là. Faites attention. C'est ça, essayez de faire le moins d'erreurs possible aussi à la chasse. OK? On va aller voir Luc Tremblay. Salut Jimmy. Quand tu es pogné pour chasser dans une zone comme la 13, où il y a beaucoup plus de chasseurs qu'il y a d'orignaux, et malheureusement, les territoires de route sont chez les voisins. Si tu ne tiens pas compte des passes où je fais mes scénarios, aurais-tu une autre technique à suggérer? C'est sûr que là, ça se complique un petit peu, là, Luc. Ça va dépendre de ton territoire. Il faudrait vraiment que j'analyse comment ton territoire est fait et ici et là. J'essaye de penser un petit peu, essayer de comprendre ton territoire. C'est vraiment dur là, de tout bien comprendre. En fin de compte, tu me dis, il n'y a pas de territoire de boc mature là, chez vous. Tu es sur le territoire libre aussi qu'il y a plus de chasseurs. À ce moment-là, Luc, je te dirais peut-être, tu es mieux de le faire le moins de bruit possible. Peut-être tu es mieux de ne pas faire d'appel, surtout si tu es en période de call qui est tardif. Je te conseillerais de laisser ton territoire mort le plus possible. Pas de 4 roues dessus, OK? Peut-être une clé de succès, ça passerait par là. Essaye d'analyser vite fait là, avec les mots que tu m'as laissés. Pas de faire de 4 roues. Être très, très sans mener de bruit. Te mettre des belles guenilles d'urine, ça, c'est extrêmement bon. Je vais essayer de vous en parler dans l'urine dans la prochaine minute là, qui s'en vient. Mets-toi de l'urine. Je te conseille vraiment de l'urine à 100%. On va en parler dans pas long. Je me mets des guenilles d'urine à 2-3 places. Tu sais que j'ai 2-3 chasseurs et je fais le mort. Je ne cale pas. Je ne fais rien, surtout dans un territoire comme que toi tu es. Dites-vous que ils sont habitués d'en entendre caler. C'était là à tous les matins. Là, ils vont entendre caler puis ils savent pratiquement leur nom. Lui, c'est un tel, lui, c'est un tel. Ils vont faire très, très attention à ça, surtout dans des territoires comme que toi tu chasses. Là. Fait que je te conseillerais vraiment le plus mort possible. Mets-toi de l'urine, place-toi, mène pas de bruit. Tu peux faire de la chasse fine, c'est très, très bon. Analyse tes traces, tes choses-là. Je te conseillerais peut-être ça pour commencer sans avoir vu ton territoire, comment il est fait. OK. Ensuite de ça, on va parler, on a parlé de souille, d'odeur. On va parler d'urine. OK? Parce que le temps avance, on est rendu déjà à 44 minutes, mais je crois qu'ils m'ont laissé 1h15, qu'ils m'ont dit, ils m'ont donné un petit 15 minutes de plus pour rester avec vous. Là. On va voir si on va l'avoir, mais d'après moi, oui. On va parler d'urine. Personnellement, moi, l'urine de jument, je ne suis pas trop fort là-dessus. L'urine de jument en chaleur qu'ils disent, mais la plupart des urines de jument qu'ils vont vous vendre, ce n'est pas des urines de jument en chaleur, malheureusement. Ça va être plus de l'urine de jument qu'ils vont ramasser, mais qui n'est pas en chaleur. Bien entendu, si vous connaissez un gars qui a des chevaux, qui a une jument en chaleur, je vous le conseille vraiment. Prenez un petit peu de temps et demandez-y comment faire, comment ramasser l'urine de sa jument en chaleur. Ça pourrait être très, très bon. Qu'est-ce que je vous conseille? À regarder sur le marché, il se vend un petit peu d'urine à 100%. C'est sûr qu'il y a peut-être un petit peu de raquette qui se fait là-dedans. Faites attention à ça. Là. De l'urine d'orignal, ça sent l'urine d'orignal, ça ne sent pas l'urine de jument. Si vous sentez une urine, ça sent le cheval, oubliez ça, ce n'est pas de l'urine à 100% sûr. 100% peu. OK? Je vous conseillerais, premièrement, il faut vous tuer un orignal si possible. Quand vous abattez un orignal, moi, la première chose qui est bien importante pour moi, je l'éviscère, bien entendu, faire sortir la chaleur pour gaspiller la viande. Je vais couper entre les deux pattes, puis je vais me passer la main. Je vais aller voir sa vessie, si vous voulez, la grosseur qu'elle a. Ça, c'est primordial. Là, le guide qui connaît son affaire, là, il va vouloir ramasser l'urine automatiquement direct là. OK? L'urine, là, vous allez voir, des fois, vous avez des poches qui sont grosses de même. Bien, dites-vous que vous avez un 2 litres d'urine là-dedans. OK? Ça, vous allez ramasser ça. Bien important que votre urine, si vous la gardez pendant 1 an ou 2, qu'elle ne soit pas à la lumière. Pas besoin de la faire geler. OK? Laissez-la aller à un endroit frais et à l'abri de la lumière si possible pour votre urine. Ça, là, cette urine-là, si quand vous la mettez dans votre bouteille et puis il y a une crème blanche qui se dépose dans le fond, là, ben là, vous avez frappé le jackpot. Je vous le dis, là, le jackpot, ça, donnez pas ça à tout le monde. Là. Gardez-la pour vous. Vous pouvez en vendre un petit peu si vous voulez, là, mais
quand vous avez un 2 litres d'urine, là, puis moi, j'en ramasse, là, on tue 4, 5, 6, 7 orignales par année. On ramasse un 2 litres. Souvent, j'ai déjà ramassé 3 litres d'urine, 4 litres d'urine dans un orignal. Mais généralement, c'est 1 litre, 750 millilitres. Des fois, c'est un 2 litres à l'occasion. Quand vous allez la déposer sur la table 1 heure de temps, vous allez voir une belle petite crème blanche là, qui prend le cadre de la bouteille en bas. Là. Ça, c'est la crème de votre urine. Ça, gardez ça. Vous la brossez, bien entendu, quand vous la mélangez avant de la vider dans vos petites bouteilles pour avoir cette crème-là qui va donner une odeur exceptionnelle. Bon, ensuite de ça, vous avez ramassé votre urine. Moi, je garde l'urine, bien entendu, comme vous savez. Comment je vais faire pour garder mon urine? C'est que je vais le mettre dans des petites bouteilles à l'abri de la lumière, bien entendu. Je vais apporter dans mon pack-sac, je vous dirais, 2-3 petits ziplocs. OK? Je vais me prendre des petites guenilles, là, qui n'ont pas d'odeur, bien entendu, dessus, des petites débarbouillettes, ces choses-là. Là. Vous allez faire des strips, à peu près, je vous dirais, à peu près 15 pouces de long par 1,5 pouce de large. Vous allez mettre ça dans votre sac Ziploc. Vous allez pogner votre bouteille, vous allez mettre ça dans votre bouteille. Vous allez mettre ça dans votre sac, mais pas trop. Vous allez presser votre sac Ziploc. Par la suite, bien, vous pognez vos mains, puis vous allez voir au début, c'est une odeur assez spéciale, mais moi, je suis rendu quasiment accro à cette odeur-là. Là. Je cherche ça tout partout avec mon nez si jamais je suis capable de sentir une souille. Les souilles vont sentir ça, cette urine-là. Là. Fait que vous allez sortir ça, puis vous allez accrocher ça sur votre pack-sac. Bien entendu, votre pack-sac va sentir fort. Je vous conseille de ne pas le rentrer dans votre roulotte ou votre campement. Vous pouvez le laisser sa galerie à l'abri de la pluie, bien entendu. Mais vous allez accrocher ça sur votre pack-sac. Si vous êtes 2 chasseurs, vous allez vous mettre chacun une petite guenille. À l'occasion, durant la journée, peut-être une fois par jour, s'ils sont plus humides, sentent moins un petit peu, ils ont séché au vent, vous allez les remettre dans votre Ziploc, votre même Ziploc, vous allez remettre un petit peu d'urine, vous allez presser comme il faut, vous allez la ressortir, puis vous allez encore la raccrocher sur votre pack-sac. Ça, en fin de compte, c'est extrêmement bon pour la chasse à l'orignal, parce que si un orignal sent ça, il va s'en venir sur vous. En plus de ça, c'est un camoufleur d'odeur. OK? À ce moment-là, vous allez pouvoir jouer un petit peu avec le vent là-dessus. Là. Fait que, bien entendu, quand on chasse, on ne peut pas toujours avoir le vent bon pour nous. Là. Oubliez ça, là, avoir le bon pour nous tout le temps, ça ne se fait pas, c'est impossible. Parce que le vent, il tourne un petit peu, il arrive d'un côté, il faut que je parte par là, il faut que j'aille le vent de côté. Essayez tout le temps de jouer avec le vent le plus possible. Mais je vous dirais, avec cette guenille-là que je transporte toujours sur moi, je crois que je ne me suis jamais fait sentir dans ma vie depuis que je fais ça par un orignal qui est parti, puis il m'a senti, puis il est parti. Je crois vraiment que ça ne m'a pas arrivé en temps de chasse. Ça va peut-être arriver sans que je le sache, mais tout ce que j'ai vu dans ma vie, là, à tous les automnes, là, ça ne m'a pas arrivé de me faire sentir par un orignal quand j'avais mes guenilles d'urine sur moi. Fait que ça, c'est bien, bien important pour moi. OK? Guenilles d'urine à transporter sur vous. Vous arrivez dans votre marche, vous enlevez la guenille sur votre pack-sac si vous voulez, si vous n'avez pas beaucoup. Allez l'attacher après une petite branche, 200-300 pieds en avant de vous, là, quand l'orignal va passer. En fin de compte, la guenille d'urine, qu'est-ce qui se passe avec cette odeur-là? Comment que ça marche, l'odeur qui se volatile, si vous voulez, dans l'air? Généralement, si vous êtes sur un lac comme qu'on est en arrière, mettons, de moi, OK? Le lac, on va dire que côté gauche, côté droite, là, je suis côté droite, je suis à l'envers, je suis avec ma caméra. Côté droite, c'est l'ouest, côté gauche, c'est l'est. Le vent vient de l'ouest en est, OK? Je mets ma guenille d'urine en arrière de moi, aussi que je suis avec mon orignal, pas loin de l'épinette, là, je mets ça là. Bien, les orignales qui sont à ma gauche, en fin de compte, qui sont à l'ouest, si le vent vient de l'ouest, oubliez ça, ils ne pourront jamais sentir votre guenille. Il va vraiment falloir que l'orignal y aille passer côté là. Je suis à l'envers, bien entendu, parce que je suis sur caméra. Il va falloir que l'orignal aille passer dans votre ligne d'odeur. On parle de ligne d'odeur, des fois, ce n'est pas nécessairement une ligne qu'on va faire comme au chevreuil avec des points sur 1000 pieds de long, on va faire une ligne. On parle de ligne d'odeur, ça veut dire où c'est que tu mets ta guenille, OK? Là, l'odeur va partir par là, parce que là, moi, je suis à l'envers, elle va partir par là, vu que ça s'en va dans l'est, OK? C'est comme une corde que vous allez dérouler dans le vent, l'odeur, OK? Fait que si la corde s'en va, elle passe au bout du lac, elle monte dans la montagne, OK? Côté ce bas-là. Fait que mon vent s'en va par là. Bien, cette odeur-là s'en va dans cette montagne-là. Fait que, bien entendu, s'il y a un orignal qui passe dans cette montagne-là, il va sentir notre ligne d'odeur. C'est comme un fil vous déroulez sur l'eau.
Je vais vous l'expliquer comment moi j'ai trouvé ça, là, puis je l'ai vu quelques fois dans ma vie en guidant pour la pêche. Je suis dans une baie, il y a 1 kilomètre de long par 1000 pieds de large, 2000 pieds, 3000 pieds de large, ça n'a pas d'importance. D'un coup, je vois un orignal arriver dans l'eau. Il va traverser en arrière de mon bateau. Si le vent passe en arrière de mon bateau, puis il s'en va sur le Grand Lac, puis ça m'est arrivé 7-8 fois dans ma vie, l'orignal, il va traverser dans l'eau, OK? Quand il va arriver dans ma ligne d'odeur, il va se mettre à virer en rond. Il ne saura plus où aller parce qu'il vient d'arriver dans ma ligne d'odeur. La ligne d'odeur, elle va élargir un petit peu. Plus que ça va loin, plus ça l'élargit, mais ça ne l'élargit pas à 1000 pieds puis 2000 pieds de large, là, la ligne d'odeur. Ça va rester sur un 200-300 pieds, pas bien plus. Fait que l'odeur, plus qu'elle s'en va loin, plus qu'elle élargit, mais moins qu'elle a de la force, l'odeur. Fait que c'est sûr, si vous êtes rendu à 2 km, l'odeur va être dispersée, là. Fait que ça va être vraiment en dedans de 1000 pieds, 1500, 2000 pieds, 3000 pieds, là, la ligne d'odeur va rentrer dans la montagne. Si l'orignal passe dans cette ligne d'odeur-là, il va pogner l'odeur, puis s'il est en route, il va s'en revenir directement à la guenille en arrière de moi. Ça, c'est mon père qui m'a appris ça dans ma vie. Il m'avait parlé beaucoup de ça. Il avait tué souvent des bocs sur la guenille d'urine au bord du lac. Ça m'est arrivé, moi aussi, avec des clients, des chabottes. Je ne sais pas si jamais tu viens qu'entendre la formation, tu vas te rappeler de ça. Il y avait tué un beau gros boc le matin. Le boc est arrivé drette le nez sa guenille, le nez dans les airs, puis go, il s'est fait descendre drette là. À cause de la guenille d'urine, j'avais même pas eu le temps de coller en cause. Ça a pris 15 minutes. Le boc est sorti au gros trou pour aller voir cette guenille-là. Nancy Barrette. On peut prendre l'urine de n'importe quel orignal, veau, femelle et mâle. Moi, je travaille beaucoup avec l'urine de mâle, bien entendu, parce que je tue 98% des orignaux que je vais tuer, c'est des mâles matures. Je vais utiliser beaucoup cette urine-là. Oui, j'ai déjà utilisé l'urine de femelle. C'est sûr que c'est en chaleur, là, oubliez ça, c'est capoté, c'est vraiment bon. Mais l'urine de veau, je pense que j'ai tué 2 veaux dans ma vie là, avec des clients là, dans mes années passées. Là. Je n'ai jamais ramassé l'urine de veau, fait que je ne pourrais pas vous dire là-dessus pour l'urine de veau, mais vraiment, moi, je travaille avec l'urine de mâle parce que je tue beaucoup de bocs. OK? Richard Pelletier. Il faut cependant la changer souvent car les bactéries créent des odeurs inhabituelles pour les orignaux. Oui, vous pouvez la changer, bien entendu, mais l'urine d'orignal 100%, je vous jure que ça sent l'urine à 100%. Quand vous allez sentir cette odeur-là, c'est une odeur que pas personne n'a été capable de recréer sa planète encore. La personne qui va recréer cette odeur-là artificielle, il est millionnaire, là, je vous le dis, là, il vient de monter au ciel, lui, avec tellement d'argent dans les poches qu'il va recaler au fond. Parce que on n'a jamais été capable de recréer cette odeur-là d'un orignal. Ça n'a jamais été fait encore. Fait que je vous conseille vraiment de garder votre urine. Quand vous allez sentir cette urine-là, que vous allez sentir cette odeur-là, vous allez capoter, vous allez dire c'est ça que Jimmy parle. Surtout s'il y a une crème dans le fond, là, vous venez de taper 100% garantie que ça va être une urine à 100% la meilleure possible. Fait que l'urine, c'est très, très important pour moi. Puis là, je vois le temps, il avance vite. Là, il me reste 15 minutes à peu près. On va parler de call, bien entendu. Ma technique préférée, c'est l'appel du mâle. J'en ai parlé tantôt. L'appel du mâle, pour moi, c'est le summum que j'ai trouvé dans ma vie. J'ai guidé plusieurs années dans la réserve phonique La Vérandrie avant de pratiquer l'appel du mâle. Je calais beaucoup la femelle sur le bord des plans d'eau dans des bûchers. Oui, j'avais quelques résultats, mais ce n'étaient pas les meilleurs résultats. Je vous dirais que ma technique à moi va se faire beaucoup l'appel du mâle. J'ai différentes manières de le faire, l'appel du mâle, mais une que j'aime beaucoup, tout dépendant de vos territoires que vous avez, je vais partir et je vais me déplacer en faisant le mâle. Alors, je marche 200-300 pieds, j'écoute bien entendu parce qu'il ne faut pas se déplacer vite. Vous pouvez faire 1 kilomètre des fois en 2 heures de temps le matin. Ce n'est vraiment pas la vitesse qui est importante, c'est vraiment tranquillement. OK? Parce que les orignals qui vont nous répondre, on ne les entend pas tout le temps. OK? Il y en a qui calent fort, il y en a qui calent très fort, il y en a qui ne calent pas pantoute aussi. Fait que ne déplacez-vous pas vraiment vite, ça c'est bien, bien important. OK? Si vous arrivez sur le bord de l'eau en faisant l'appel du mâle, vous pouvez rester minimum une demi-heure à 1 heure sur le plan d'eau pour être sûr qu'il n'y a pas un orignal qui vient. En dedans, d'habitude, une demi-heure à 1 heure, vous allez l'avoir entendu, vous allez avoir des craquements. S'il n'y a rien pas tout qui s'est passé au bout d'1 heure, vous pouvez changer de place généralement.
il ne devrait pas sortir par la suite, là, généralement, si vous n'avez rien entendu. Fait que moi, je me déplace beaucoup en faisant l'appel du mâle. On va commencer par différents scénarios. Si vous avez, mettons, un territoire qui a 15 km de long, OK, 10 km de large, vous avez des chemins de bûcher qui vont dans une région qui fait un 2, 3 km, 4 km de long. OK? Si ça se déplace bien dans le chemin, je vais partir sur le mât. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, avec ma gorge, je vais faire le son OU-A. Ouh, ouh. Fait que je pogne mon câble. Ouh, ouh, ouh. Je fais 2 à 3 coups, 4 coups. 2, 3 coups, 4 coups. Je vais faire ça aux 200-300 pieds que je vais avancer. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tantôt, je vous ai parlé de policiers qui vont faire le territoire. Bien, lui, il est à 3 km de toi, il ne t'entend pas. OK? Fait qu'il ne peut pas venir sur le câble, il ne t'entend pas. Ça, on va faire ça surtout des matins que ça va être tranquille, qu'il n'y aura pas un gros vent. Moins qu'il y a de vent, mieux que la réponse d'Orignal va être, puis mieux qu'ils vont t'entendre. Fait qu'un matin ou un soir qu'il n'y a pas de vent, c'est là que je vais faire l'appel si possible. S'ils vendent des 15-20 km/h, oubliez ça, là, je chasse même pas sur l'appel, ça ne donne rien, ils ne t'entendront même pas. À 500 pieds, ils ne t'entendent pas. Fait qu'on ne fait pas d'appel quand ils vendent fort. Moins qu'ils vendent, plus qu'on va avoir tendance à coller. Fait que si on part avec le scénario où je viens vous parler, vous avez un chemin de bûcher qui a un 5-6 km de long, puis je sais que vous autres, il y a certains chasseurs qui ont ça, 2 km, 3 km, 4 km. Vous allez partir tranquillement dans votre chemin le matin, aussi qui commence à avoir de la trace. Vous allez faire le mâle. À toutes les 3-4 fois que vous allez faire le mâle sur 200-300 pieds, bien, vous allez arrêter souvent. Là. Puis là, vous écoutez. OK? Ça, c'est bien important. Il va falloir que vous écoutiez attentivement. Vous faites 200-300 pieds, 2-3 petits bouts de boc, 200-300 pieds, petit bout de boc, vous écoutez. Vous faites 200-300 pieds, petit bout de boc. De temps en temps, vous allez lâcher un petit bruit de femelle plaintif. Juste des petits bruits de même, là. Juste pour exciter le mâle qui est là-bas, puis que là, il commence à vous entendre s'en venir. Là, lui, là, qu'est-ce qui se passe, là? Oups, il vient d'entendre un boc. Moi, ça, c'est ma technique capotée, là. Moi, le boc en arrière, je l'ai tué de même, puis vous ne créez même pas tous les bocs que je tue de cette manière-là. Ça, c'est premières différentes chasses qu'on peut faire, mais on va partir avec un chemin comme ça que je peux faire. Vous pouvez le faire sur la montagne, vous pouvez le faire dans le bois, vous pouvez le faire comme que vous voulez. Vous vous déplacez sur une période de 2, 3, 4 km de long. Bien, ça peut vous prendre plusieurs heures à le faire. Stressez-vous pas avec ça. OK? Vous le faites tranquillement. Le boc, lui, qui est là-bas, là, qui est dans l'autre montagne, puis là, il commence à entendre un boc s'en venir. Ouf, ouf, ouf. Un petit 5 minutes après. Ouf, ouf, ouf. Puis là, il entend le son s'en venir. Là, qu'est-ce qui se passe, vous pensez, dans sa tête? Le policier, il embarque dans la machine. Le poêle, il monte sur le dos. Puis là, lui, il commence à capoter. Là. OK? Hey, moi, j'ai mes femelles ici. Il y a un autre mâle qui s'en vient essayer de me voler mes femelles dans ma montagne ou dans mon territoire à moi. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire, le boc mature? C'est pour ça que je vous dis, je tue beaucoup mes gros bocs de cette manière-là. J'ai plus de facilité à tuer des 50-55 pouces que tuer un 30 pouces parce que je chasse beaucoup de cette manière-là. OK? C'est sûr que les petits bocs vont avoir tendance à être plus heureux parce que je fais le mâle mature qui se déplace, j'avance dans mes bûchers, puis là, j'avance sur lui. Puis là, il m'entend m'en venir. Là, je commence à le fatiguer en maudit parce que là, je suis à la veille de pogner à la porte chez eux. Là. Puis quand je pogne la porte chez eux, c'est parce que je suis rendu des fois à 1 km de lui, il va commencer à m'entendre. Ça va le fatiguer. Mais plus que j'avance sur lui, puis ça donne que j'avance sur lui. C'est sûr, si je bifurque de lui, puis là, il commence à m'entendre, puis que je colle en m'en allant, puis là, il m'entend de moins en moins, le poil, il va descendre sur le dos. OK? Fait qu'il faut jouer un petit peu avec la chance. Fait que si mon territoire de boc, il est là-bas, que je pense que mon boc mature est là, je vais commencer loin de son territoire, puis là, je vais m'en aller dans son territoire à lui tranquillement. C'est là que vous allez avoir beaucoup de succès. Quand vous pognez à la porte de la maison, là, que lui, c'est le... La ligne est là, là. Ça va faire généralement ou ben un coup de corde dans une branche, puis la balade est partie. Ça veut dire que là, le fun, c'est là que le poil vient ses bras dans les airs, puis là, on vient que là, tous les chasseurs, on attend ce moment-là. C'est pas tous les bocs qui vont répondre. OK? Il y en a qui vont partir au trot, puis qui vont s'en venir sans caler, puis à un moment donné, ben là, il va arrêter ou là, il va écouter. Si j'ai une réponse de boc, OK? Là, je pourrais vous en parler des heures. Là, je vois le temps qui avance, il ne me reste plus beaucoup de temps. Là. Si j'ai une réponse de boc, il s'en vient et il me répond. OK?
ne collez plus. OK? Quand un bug vous répond, vous ne collez plus. Quand lui arrête de répondre, c'est parce qu'il est arrêté et il écoute. Là, je refais un ou deux bruits de boc. Ouf, ouf, OK? Là, généralement, il va repartir. Ouf, ouf, ouf. Si je me remets à recaler, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Il va m'entendre, il va arrêter, puis là, il va m'écouter encore. Là, ça va le ralentir. Laissez-les aller. Tant qu'il vous répond, vous ne faites pas de bruit, vous écoutez. Là, vous pensez, je me mets à bon vent si je n'ai pas d'urine. Bon, bien là, je me place tel. C'est là qu'il faut faire le moins d'erreurs si vous voulez possible. Fait que le bug vous répond, l'approche est bien, bien importante. OK? C'est là qu'on va faire des erreurs sur l'approche. Si vous êtes deux chasseurs, vous allez dire au chasseur, déplace-toi le plus vite possible vers l'orignal. Vous allez essayer de couper la passe en deux. OK? Ça veut dire que vous allez rester à proximité. Qu'est-ce que le bug aime faire, là, lui, là, c'est d'avoir un visuel. OK? Il va rechercher un visuel. Si vous êtes dans un bûcher, bien, il va s'approcher du bord de la coupe, puis là, il va écouter. Si vous êtes trop près de lui, généralement, il va avoir de la misère à sortir. Il va falloir que le caller recule. Si vous êtes tout seul, là, vous allez me dire, moi, je suis seul, je chasse tout seul. Bien, à ce moment-là, gardez un visuel devant vous le plus loin possible. Essayez de garder le plus loin possible devant vous. 300 pieds, c'est commence à être court, là, je vous le dis. Là. Si vous avez un visuel de 500-600 pieds, je vous dirais que c'est quasiment l'idéal. Là. Lui, il va vouloir vous voir. Il veut vous identifier. T'es qui, toi? T'es-tu un buck que je connais? T'es-tu un buck, un nouveau buck qui est en quête de territoire? Fait que vous allez essayer de faire le moins d'erreurs possible à ce moment-là. Fait que ça, c'est une technique qui est très, très bonne là, pour l'appel. C'est sûr qu'on pourrait en parler une demi-heure de temps, comment le chasser, mais je veux aller avec une ou deux petites choses avant que la conférence finisse. C'est que, admettons que je suis sur un plan d'eau comme qu'en arrière, je peux arriver le matin, je peux faire tout mon sentier en collant en m'en venant sur le bas. Ça veut dire que j'arrête mon 4 roues pour pas que mes orignales m'entendent m'en venir en 4 roues, bien entendu. Je vous l'ai dit tantôt, les 4 roues, c'était vraiment à prescrire sur les territoires de chasse le plus possible. Le plus possible. C'est sûr que si vous avez 70 ans, vous avez mal aux jambes, faites un petit bout, mais essayez de faire le maximum que vous allez être capable en marchant lentement. Sortez votre trompette le matin. Ouf, ouf. Là, vous allez arriver en direction de votre lac. Si le buck est à proximité de votre lac qui est mature, oubliez ça. Quand vous allez arriver près du lac, il va vous répondre ou il va s'en venir. À ce moment-là, ça peut faire la chasse là. Si vous n'avez pas eu de réponse, vous êtes rendu à votre cache. OK? Je vous conseille d'aller vous promener un petit peu sur le bord de l'eau, à gauche, à droite. Faites un orignal qui se déplace. Restez pas stagne à la même place. OK? Restez pas stagné à la même place. Vous allez bouger un petit peu. 2-3 buts de boc, on bouge. Vous pouvez pogner votre petite palette. Là, la petite palette, j'en ai pas parlé encore. Allez lentement là-dessus. Ça fait peur aux orignales, surtout s'ils ne sont pas gros. OK? La palette, je vais plus m'en servir dans les circonstances que je viens de vous parler quand je vais avoir des réponses de boc puis qui va commencer à être agressif. C'est là que je vais pouvoir jouer avec ça, mais seulement quand ça va être le temps de le faire sortir. C'est ça qui va lui donner le coup pour dire « Hey, toi, tu t'en viendras pas faire du cordage chez nous. Là. Moi, le défendre mon territoire. Là. OK? » Fait que vous allez vous servir de la palette d'orignal plus quand ça va répondre ou quand c'est le temps de le faire sortir si vous voulez. OK? Ça, c'est bien important. Faites attention à ça. Fait que si vous avez un petit lac, vous pouvez marcher sur le bord du lac. Faites le mâle, le mâle, le mâle. De temps en temps, je dis bien un petit bruit ou deux de femelles plaintifs, mais court. Pas des grands brûlons, là, comme une femelle qui appelle un mâle. Là. Faites pas ça. Juste des petits bruits plaintifs là, pour montrer que la femelle qui est avec le boc est en chaleur. Encore un autre stress de plus pour l'autre boc. Le policier, là, il ne voudra pas laisser faire accoupler ses femelles sur son territoire. Ce n'est pas vrai. Il ne vous laissera pas faire. OK? Fait que c'est une même qui est, je vous dirais, une de ma meilleure technique, c'est vraiment celle-là là, que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de succès. Fait que vous pouvez vous déplacer en marchant vers votre cache, vers vos lacs. Promenez-vous un peu autour de votre cache si vous avez juste un petit coin de chasse. Si vous avez un grand coin de chasse, faites tranquillement en marchant dans vos chemins, mais très, très tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout le même matin. Là. Vous pouvez garder un secteur pour un matin, ça ne marche pas. Le soir, vous allez dans l'autre secteur. Oubliez celle-là. Si vous n'avez rien eu, là, vous n'avez pas eu de branches craquées, rien, vous n'avez rien entendu, allez changer de secteur. Vous allez vous promener comme ça. C'est de même que vous allez trouver vos endroits de chasse. Bon, Luc Tremblay, on va essayer de répondre à un ou deux commentaires avant de terminer. Merci, Jimmy. Tu as assez bien répondu à ma question. J'ai un taux de succès qui a baissé 65 l'année dernière et je chasse aussi à la guenille. Parfait, ça, Luc.
afin de créer des lignes d'odeur qui coupent leur passage. Parfait, ça, tu as très bien compris. Comme je n'ai pas de territoire de rut, eh bien, des bêtes les plus maturées, je récolte en temps que des mâles ont environ 3 ans et demi et moins. Ça veut dire que, Luc, fais attention sur le col du mâle, là. Tu peux lui faire peur à tes petits bocs si tu cales trop le mâle. Puis si tu fais de la palette en plus d'un branche, très, très souvent, tu vas lui faire peur. Là. Je te parle par expérience. J'envoyais souvent des petits bocs, puis quand je sortais la palette, oublie ça, là, il s'en allait. Fait que faites attention à ça. Yves Poirier, est-ce que tu as des conseils pour chasse tardive fin octobre? Oui, Yves. Fin octobre, je vais plutôt préconiser des endroits de feuillus. OK? Beaucoup moins les petits plans d'eau où c'est qu'il y a des marches, où c'est qu'il y a des dortoirs. Je vais plus préconiser les montagnes. Sur les montagnes, si vous avez des bûchers, bien, chasse d'un bûcher à proximité de là. Vous pouvez faire de la chasse fine le matin, c'est très, très bon. Vous pouvez lâcher des petits cals de femelles de temps en temps, mais calez pas trop, ça va lui faire peur généralement. Surtout si le rut est en baisse, ça peut moins vous aider si vous voulez. Vous allez partir sur les montagnes tranquillement, puis aller trouver où c'est que votre feuillu est. Puis je vous conseille vraiment de chasser plus les endroits de feuillus en chasse tardive pour quand c'est le temps de plus en fin de saison. Bien entendu, dépasser le 14-15 octobre, là, probablement, c'est ça que tu me parles, 14-15 octobre et plus, le cal, là, il plante comme ça à chaque jour. Là, je vous dirais, là, dépasser le 12-13 octobre, là, ça plante très, très vite. Ça devient de plus en plus dur à faire venir des cals, des orgnaux sur le cal. Je vous dirais, le meilleur temps du cal, ça se trouve généralement entre le 25 septembre et le 5, 6, 7 octobre. C'est là-dedans que je préconise beaucoup chasser. Si vous avez des dates de chasse, ça va être la dernière semaine de septembre et la première semaine d'octobre que j'aime beaucoup. Je n'aille pas non plus en période de pré-rut aux alentours du 15 septembre en faisant le mâle en me déplaçant comme je vous parle. Ça, c'est très, très bon là, en période de pré-rut et en temps de rut. En temps de dépasser 13, 14, 15 octobre, je trouve ça plus difficile. À ce moment-là, généralement, l'orignal va commencer plus à se promener parce qu'il va commencer à lâcher le temps du cal. Il va plus commencer à vouloir s'alimenter pour passer une belle hiver et être en santé. Richard Pelletier, mi-octobre. C'est ça, je pensais, vers le 15 octobre, si vous voulez. OK? Ça, le temps de cal, il descend vraiment dans ces périodes-là. Parfait là-dessus. Fait que j'espère que ça vous a aidé. Dave, il est pas temps. J'espère que vous avez aimé un peu le petit bout de conférence que je vous ai donné. Juste avant de finir, je vais parler avec Dave, bien entendu. Là. Je vous invite, c'est nouveau, là, je le mets en primeur sur le site de Clic Plein Air. Là. Je vais commencer à donner quelques petites formations de chasse, mais sur la pourvoirie que je viens d'acheter, Moselle Natakim. Je vais faire des 2 jours de formation sur territoire en temps de chasse. Ça veut dire aux alentours du 15 octobre, 20 octobre. Là, je vais prendre 1 ou 2 groupes de 2 jours. Alors, ça va être 3 soirs de coucher, 2 jours. On va se promener dans les secteurs de chasse. On va se promener dans les bûchers. On va aller sur les montagnes. On va aller voir les swamps d'épinette. On va aller voir tout ça. On va tout regarder ça ensemble. Si jamais ça vous intéresse, allez sur mon site, le Pro Chasse et Pêche. Vous allez avoir mon numéro de téléphone. Écrivez-moi. Sinon, je vais l'annoncer sur Facebook, le Pro Chasse et Pêche. Vous allez voir, là, c'est plus pour l'année prochaine, mais je vous lance en primeur qu'il va y avoir des formations sur territoire en temps de chasse avec 3 ou 4 gars, pas plus, par groupe. On va partir ensemble et on va aller en forêt 2 jours de temps. On va regarder différentes affaires. Avec ce que j'ai entendu, Jimmy, sur toi, je peux confirmer aux gens que s'il y a 3-4 gars qui te suivent une journée dans le bois, il y a des chances qu'ils sortent de là et qu'ils aient une bonne idée quoi faire et comment chasser l'orignal avec les techniques. C'est vraiment ça, Dave, que je vise un petit peu. Oui, on l'apprend un petit peu comme qu'on fait là. C'est super intéressant. Je sais que les gens ils font des liens, différentes affaires, des idées qu'il n'y avait pas. Mais quand on va le faire en terrain de chasse, ça va être un autre step qu'on va faire ensemble. Moi, j'ai une question pour le monde qui écoute parce que là, on va quitter le pareil dans quelques secondes. C'est le domaine Shannon qui va revenir par après là, dans 10 minutes. Oui. Mais regarde les questions. Toi, tu vois les commentaires qui passent comme c'est là? Oui. Okay, j'en ai vu, mais je ne suis pas capable de tout répondre, mais oui, j'en ai vu. OK, c'est bon. Fait que là, je vais poser une question puis regarde bien les réponses des gens. Oui. Les gens qui nous écoutent, seriez-vous prêts à payer, disons, 25 $, on va dire entre 25 et 40 $ pour être en mesure de parler avec Jimmy pendant 2 heures en direct, lui poser des questions en direct,
que Jimmy vous montre une formation un peu comme ça, mais ça ne serait pas comme ça. Là. Ça serait un format différent un peu, mais ça serait en direct. Seriez-vous prêt à payer pour être capable que Jimmy vous réponde à vos questions puis qu'il vous donne ses meilleures stratégies de chasse à l'orignal, puis vous seriez capable de poser des questions en direct, il pourrait vous répondre, vous montrer des photos, des films, des techniques. Seriez-vous prêt à payer, disons, je vais dire entre 25 et 50 $. Seriez-vous prêt à ça? Répondez dans le chat tout de suite, le oui, non, Ça je répond ne sais oui, pas. comme c'est là. OK, c'est bon. Fait que, allez-y, là. Il Ça y a serait bien très intéressant comme formation, puis on avait parlé avec David, là. On pourrait vous faire des belles formations avec des cartes à l'appui, des tableaux, faire des dessins. On pourrait regarder différentes manières de vous le faire comprendre avec des belles images, des petits bouts de film là-dedans qu'on va tourner cet automne. On pourrait regarder ça ensemble là, si jamais vous êtes intéressés. Ça serait bien, bien intéressant. Good. Bon, ben merci beaucoup, Jamie, pour ton temps. Puis, tabarouette, tu as donné beaucoup de temps en fin de semaine. C'est très apprécié. Ça me fait plaisir d'être avec vous autres. J'aime ça. Exact. On va s'en voir encore plus que ça l'année prochaine, Dave. Ah, j'en doute pas. Là, ça l'arrête pas. J'espère que vous appréciez l'expérience, tout le monde. C'est notre première année, c'est le lancement de la nouvelle plateforme. Donc, on développe, là, on apprend, puis on regarde comment est-ce que le monde réagisse suite à ça. Donc, bref, merci à tout le monde. Merci à toi, Jamie. Merci de la gang. Merci beaucoup. Donc, là, ça se termine ici. On recommence dans 7 minutes avec la pourvoirie de Shannon. Vous allez devoir rafraîchir votre page parce qu'on arrête cette portion aussi. On en repart une nouvelle dans pas trop long. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez communiquer avec nous là, avec l'adresse courriel qui est un peu partout. On a des conférences enregistrées, des présentations qui ont été enregistrées, qui ont été ajoutées. Donc, quand vous descendez tout à fait en bas de la page que vous êtes, là, vous devriez voir des vidéos. On commence à les ajouter, mais c'est très pesant, c'est long à télécharger. On s'excuse, on aurait voulu faire là, au fur et à mesure. On n'est pas capable. Fait que tout au long de la semaine, en passant, vous allez pouvoir revenir ici tout le temps, vous là. C'est ça, Clic plein air. C'est 12 mois par année. Puis on s'en vient avec une nouveauté aussi. Donc, c'est de l'interaction pour vous donner de l'information, pour que vous puissiez accéder à un paquet de sujets sur la chasse et la pêche, le plein air, le camping. Donc là, en ce moment, vous êtes sur la scène des pourvoiries. Vous pouvez aller sur la scène des conférences ou la scène des boutiques. Puis tout à fait en bas aussi, il y a toutes les présentations de ces kiosques-là aussi qui sont enregistrées du week-end, qui sont là. On les ajoute présentement. Puis vous pouvez revenir cette semaine. Là, on continue à les ajouter. D'après moi, par mercredi prochain, on va avoir terminé de tout mettre ce qui s'est fait pendant le salon Clic plein air. Donc, on espère que vous appréciez l'expérience. On ferme ça là maintenant. On repart maintenant dans 6 minutes avec la pourvoirie Pavillon Shannon. Merci.